to be honest with you, not to try to throw any softballs to myself or anybody else. Bienvenue sur Icônes et Silences, la chaîne où les légendes révèlent enfin leur vérité cachée et où le vernis de la gloire laisse place à la réalité nue. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'ombre d'un titan tombé de son piédestal. À 73 ans, l'homme qui faisait trembler le box-office mondial et les salles obscures de Paris n'est plus qu'un écho lointain de sa propre légende. Steven Seagal a longtemps cultivé l'image d'un maître des arts martiaux silencieux, invulnérable, presque mystique, sous les feux des projecteurs. Il était l'incarnation de la force brute, une force qui a séduit des millions de spectateurs, notamment en France, où ses films comme Piège en haute mer ou Nico étaient de véritables événements cinématographiques. Mais derrière ce masque de granit, derrière cette aura d'invincibilité que le public chérissait tant, se cachait une toute autre réalité. Comment une icône aussi puissante a-t-elle pu glisser si violemment dans les abysses de l'oubli qui a véritablement brisé les rêves de toute puissance de cet acteur que rien ne semblait pouvoir arrêter? Était-ce le système hollywoodien ou bien l'ego démesuré de l'homme lui-même? L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui n'est pas celle des tapis rouges étincelants, mais celle d'une chute vertigineuse amorcée par une arrogance fatale. À l'aube de ses 73 ans, le silence qui entoure aujourd'hui Steven Seagal est lourd de sens, particulièrement lorsqu'il s'agit d'affronter les fantômes de son passé. Et parmi ces fantômes, l'un d'eux possède un nom qui résonne particulièrement dans nos mémoires francophones, celui de Jean-Claude Van Damme. Nous allons revenir sur cette fameuse nuit de 1997, une nuit où le masque est tombé, une nuit où le maître de l'aïkido a dû faire face à la réalité brûlante de ses propres mensonges lors d'une réception chez Sylvester Stallone. C'est l'histoire d'une fierté qui a consumé une carrière, l'histoire de blessures d'ego qui ne guérissent jamais vraiment. Mais pour comprendre comment une simple rivalité a pu déclencher une telle descente aux enfers, pour saisir l'ampleur de ce séisme qui a bouleversé l'industrie du cinéma d'action, il nous faut d'abord remonter le temps. Comment ce jeune garçon à la santé fragile est-il devenu ce colosse intouchable avant de tout perdre? Restez avec nous, car la jeunesse de ce mythe est aussi fascinante que sa destruction. Pour comprendre l'ascension fulgurante de cet homme, il faut d'abord effacer l'image du guerrier invincible. Bien avant de faire trembler les écrans de cinéma, Steven Seagal n'était qu'un jeune garçon fragile, asthmatique, luttant pour trouver sa place dans un monde qui lui semblait trop vaste. C'est cette vulnérabilité initiale, souvent ignorée du grand public, qui a forgé sa détermination d'acier, fuyant ses propres démons et sa faiblesse physique. Il s'est exilé au Japon à l'âge de 17 ans. Là-bas, dans le silence rigoureux des dojos, il a transformé son corps frêle en une arme redoutable, devenant le premier étranger à diriger une école d'aïkido au pays du soleil levant. Fort de cette maîtrise presque mystique, il est revenu aux États-Unis, non pas pour chercher la gloire, mais le destin est venu frapper à sa porte en 1988. Le film Nico le propulse du jour au lendemain au rang de superstar mondial. Le public découvre un héros d'un genre nouveau, élégant en costume cravate, cassant des bras avec une froideur chirurgicale et une économie de mouvement fascinante. La France tombe immédiatement sous le charme de cette figure charismatique. Dans les cinémas des Champs-Élysées comme dans les salles de province, les spectateurs se pressent en masse, les succès s'enchaînent à un rythme effréné, des œuvres comme Échec et mort, Désigné pour mourir et Justice sauvage cimentent son statut de dieu de l'action des années 90. Mais c'est avec Piège en haute mer, en 1992, qu'il atteint le sommet absolu de son art. Dans le rôle du cuisinier Casey Ryback, il pulvérise les records du box-office international. À cette époque précise, Steven Seagal n'est plus seulement un acteur, il est devenu une véritable institution culturelle, une réponse américaine et spirituelle aux héros d'action traditionnels. Le public voyait en lui un défenseur de la justice. Un sage imperturbable que rien ne pouvait corrompre. Ses cassettes vidéo s'arrachaient dans les foyers français, devenant le symbole de toute une génération avide de justice expéditive et de héros sans faille.
Mais attention, car c'est précisément ici, au moment où Paris et Hollywood sont agenouillés à ses pieds, qu'une graine empoisonnée commence secrètement à germer sous les applaudissements assourdissants. Personne ne remarque que l'humilité du disciple a laissé place à l'orgueil démesuré du maître. Vous vous demandez comment un empire aussi solide a pu s'effondrer. Sachez qu'une simple parole arrogante, murmurée dans l'ombre d'un plateau de tournage, allait bientôt signer son arrêt de mort médiatique, et un homme venu tout droit d'Europe se préparait déjà, dans l'ombre, à lui faire payer cette vanité. Mais avant d'en arriver à cet affrontement inévitable, il faut observer comment le pouvoir absolu a commencé à le dévorer de l'intérieur. Alors que la presse spécialisée célébrait son génie, une fissure invisible grandissait dans la forteresse Seagal. Il avait le monde entre ses mains, un contrôle total sur ses films, un pouvoir de décision que peu d'acteurs possédaient. Pourtant, cette liberté absolue, au lieu de l'élever, est devenue la cage dorée de son propre ego. Il se croyait intouchable, au-dessus des lois de l'industrie, au-dessus des réalisateurs et surtout au-dessus de ses pairs. C'est dans ce climat de triomphe absolu et d'aveuglement total que les premiers nuages sombres ont commencé à s'amonceler sur la colline d'Hollywood, annonçant une tempête qui allait tout emporter sur son passage. Que s'est-il passé lorsque les portes des studios se sont refermées et que les véritables visages se sont dévoilés? Restez attentifs, car la face cachée de ce triomphe va vous glacer le sang. Mais l'illusion de la toute-puissance est un poison lent et silencieux qui finit toujours par détruire celui qui le consomme. Derrière les sourires de façade, derrière les affiches grandioses qui tapissaient les murs des cinémas parisiens, la réalité des plateaux de tournage hollywoodiens prenait une tournure bien plus sombre. Steven Seagal, autrefois l'élève discipliné des dojos japonais, s'était laissé dévorer par la créature qu'il avait lui-même engendrée. L'ego est un monstre affamé qui se nourrit d'adulation, et dans les années 90, l'adulation pour l'acteur était sans limite, dépassant même les frontières de l'Amérique pour s'imposer en Europe. Grisé par des succès commerciaux vertigineux, il a commencé à confondre le personnage infaillible qu'il incarnait à l'écran avec l'homme de chair et de sang qu'il était dans la vraie vie. Les murmures dans les couloirs des grands studios californiens ont commencé à enfler, remplaçant peu à peu les éloges admiratifs par des avertissements étouffés. Travailler avec lui n'était plus une collaboration artistique joyeuse, mais une épreuve de soumission absolue et éprouvante. Les réalisateurs, même les plus chevronnés et respectés, voyaient leurs directives ignorées ou balayées d'un revers de main par une star qui exigeait de réécrire les scénarios selon ses propres caprices du moment. Il imposait sa vision sans aucun compromis, dictait ses propres règles, s'enfermant dangereusement dans une bulle d'arrogance où la contradiction n'avait absolument plus sa place. Cette dictature de l'ego s'est particulièrement fait ressentir parmi les équipes techniques et les professionnels de l'ombre, ceux-là même qui prenaient les vrais coups pour magnifier sa légende dorée. Les cascadeurs, ces travailleurs acharnés et courageux du cinéma d'action, racontaient souvent à demi-mot les exigences brutales d'un homme qui semblait oublier que les chorégraphies martiales devaient rester du domaine de la fiction. Pour lui, chaque prise de vue était devenue une démonstration de sa suprématie personnelle, souvent au mépris de la sécurité ou du confort de ses partenaires d'écran. La presse spécialisée, qu'il avait autrefois encensé comme un sauveur spirituel, commençait à peindre le portrait d'un tyran capricieux, isolé dans sa tour d'ivoire, devenu incapable d'entendre le mot « non ». Le drame profond de cette période faste réside dans le contraste saisissant entre l'image publique adorée et la réalité privée redoutée. À l'écran, il sauvait les innocents, protégeait les faibles et rétablissait la justice avec une sagesse philosophique apaisante. En coulisses, il étouffait la voix de ses collaborateurs et s'aliénait progressivement l'industrie même qu'il avait couronné roi du box-office. Les portes prestigieuses d'Hollywood ont commencé à se fermer lentement, non pas à cause d'un manque de talent martial, mais parce que l'industrie du divertissement finit toujours par rejeter ceux qui refusent de jouer le jeu collectif. Il s'était construit une forteresse infranchissable, croyant naïvement que personne n'oserait jamais défier le grand Steven Seagal. Il multipliait alors les déclarations provocantes dans les médias, rabaissant publiquement les autres stars du genre, se proclamant haut et fort le seul véritable
artiste martial légitime d'Hollywood. Il pensait sincèrement que son règne solitaire serait éternel et que ses paroles méprisantes n'auraient aucune conséquence réelle. Mais dans ce monde cruel d'illusions, chaque action entraîne inévitablement une réaction foudroyante. L'étincelle qui allait mettre le feu à cette poudrière d'orgueil ne viendrait pas d'un producteur furieux, elle viendrait d'un autre géant de l'action, un homme au sang bouillant, fatigué d'entendre son propre nom traîné dans la boue par un rival arrogant. Que se passe-t-il vraiment lorsque l'arrogance absolue rencontre la fierté blessée d'une icône francophone? Préparez-vous, car la collision explosive qui se prépare lors d'une nuit mondaine de 1997 va définitivement briser le mythe du guerrier intouchable. L'année 1997 marque un tournant décisif dans la trajectoire céleste de l'acteur. Le décor de cette chute n'est pas une sombre ruelle de Chicago, mais la somptueuse villa de Sylvester Stallone à Miami, lors d'une soirée mondaine qui réunissait l'élite absolue du cinéma d'action hollywoodien. Depuis des mois, Steven Seagal répandait dans la presse des déclarations méprisantes, affirmant avec une arrogance déconcertante qu'il pourrait facilement anéantir Jean-Claude Van Damme dans un véritable combat. Ce soir-là, l'acteur belge, icône incontestée du public francophone, décide qu'il est temps de mettre fin aux paroles en l'air, poussé à bout par ses provocations répétées. Van Damme confronte directement Seagal au milieu des invités prestigieux et lui propose de régler leurs différends à l'extérieur, dans le jardin, comme deux hommes d'honneur, et c'est l'instant de vérité, la seconde précise où le mythe martial doit prouver sa valeur en dehors des chorégraphies millimétrées des plateaux de tournage. Mais à la stupéfaction générale, le maître de l'aïkido esquive l'affrontement, prétextant des excuses évasives. Il quitte précipitamment la luxueuse propriété de Stallone. La fierté blessée de Van Damme le pousse même à traquer Seagal jusqu'à une célèbre boîte de nuit d'Ocean Drive pour exiger un combat équitable. Mais là encore, le héros américain préfère s'éclipser dans la nuit floridienne, fuyant la confrontation directe. Cet épisode spectaculaire, publiquement confirmé par Sylvester Stallone, des années plus tard, à l'effet d'une bombe dévastatrice dans l'industrie du divertissement. Le vernis d'invincibilité s'écaille soudainement, révélant la fragilité d'un ego qui ne supporte pas l'épreuve de la réalité brute. La rumeur de cette dérobade se répand comme une traînée de poudre dans les couloirs des grands studios, détruisant instantanément son aura de guerrier suprême. Ce n'était pas seulement une humiliation personnelle face à une star européenne, c'était le signal que Hollywood attendait pour lui tourner définitivement le dos, fatigué par ses caprices tyranniques et désormais désenchanté par cette démonstration de faiblesse. Les producteurs majeurs l'abandonnent à son triste sort. Les budgets colossaux disparaissent. Les scénarios de prestige s'envolent. Et Steven Seagal se retrouve brutalement relégué au purgatoire des productions à petit budget, tournées à la chaîne pour le marché de la vidéo. La chute est d'une violence inouïe, passant des sommets glorieux du box-office international à l'anonymat glacial des rayons de supermarchés. Comment un homme autrefois vénéré par des millions de fans parvient-il à survivre à un tel naufrage médiatique et professionnel? L'isolement devient son nouveau quotidien, mais le silence ne dure qu'un temps et les révélations de son crépuscule sont sur le point d'éclater. Que dire-t-il à 73 ans, lorsqu'il devra affronter le fantôme de ses erreurs passées? La réponse, teintée de regrets amers et de vérités douloureuses, vous laissera sans voix. Aujourd'hui, à 73 ans, le temps des illusions grandioses est définitivement révolu. Le silence qui entoure Steven Seagal n'est plus celui d'un maître zen serein, mais celui d'un roi déchu, contemplant les ruines d'un royaume qu'il a lui-même incendié. Il n'y a pas de caméra hollywoodienne pour capturer ses regrets, pas de tapis rouge parisien pour masquer la solitude de ses années sombres. C'est dans ce vide médiatique assourdissant que la véritable confession silencieuse s'opère. L'homme qui refusait d'admettre la moindre faiblesse est désormais forcé de regarder la vérité en face, une vérité cruelle où ses anciens rivaux, comme Jean-Claude Van Damme, continuent de briller et de recevoir l'affection du public francophone et international. À l'aube du crépuscule de sa vie, les mots qu'il ne prononce pas publiquement résonnent plus fort que ses anciennes menaces. Il sait intimement que les réalisateurs talentueux qu'il a humiliés, les producteurs qu'il a méprisés,
et les cascadeurs dont il a ignoré la souffrance ont fini par avoir le dernier mot. L'industrie du divertissement. Cette machine impitoyable qu'il croyait domptée de ses seules mains l'a simplement effacée de son histoire officielle. Les contrats mirobolants ont été remplacés par des productions obscures, tournées dans l'anonymat, loin des lumières éblouissantes de la Californie et des cinémas français qui l'acclamaient jadis. Il est devenu le fantôme de sa propre gloire, prisonnier d'un personnage caricatural dont le monde a fini par se lasser. Ce n'est pas une rédemption spectaculaire sous les projecteurs d'une émission télévisée sensationnaliste, mais une prise de conscience amère et profondément solitaire. En refusant de plier face à Van Damme cette nuit-là de 1997, en choisissant la fuite majestueuse plutôt que l'humilité salvatrice, il a scellé son propre destin tragique. Il a sacrifié son héritage artistique inestimable sur l'autel d'une fierté mal placée, croyant aveuglément que son statut de demi-dieu le protégerait éternellement des conséquences logiques de ses actes capricieux. Les années de triomphe absolu de la décennie 90 semblent aujourd'hui appartenir à une dimension parallèle, une époque dorée où tout lui était encore pardonné, mais que son intransigeance a violemment pulvérisé. Le poids de ses 73 années porte en lui les stigmates indélébiles de cet orgueil ravageur. Il ne peut plus réécrire le scénario implacable de sa propre existence. Il ne peut plus exiger que le monde extérieur se plie à ses moindres exigences de star capricieuse. La véritable tragédie humaine de Steven Seagal n'est pas seulement d'avoir perdu l'accès au blockbuster, mais d'avoir gaspillé le respect profond de ses pairs et l'admiration d'un public européen qui croyait sincèrement en son intégrité spirituelle. L'icône invincible a finalement été vaincue par le seul adversaire redoutable qu'elle n'avait jamais appris à combattre, c'est-à-dire son propre reflet. Mais alors que cette solitude glaciale enveloppe définitivement son héritage, quelle leçon universelle pouvons-nous tous tirer de cette chute spectaculaire? Comment cette histoire de vanité hollywoodienne résonne-t-elle intimement avec nos propres fragilités? Ne quittez pas, car l'ultime message de ce naufrage vous fera regarder l'illusion de la célébrité d'un œil totalement différent. L'histoire de Steven Seagal transcende largement les frontières d'Hollywood et les nostalgiques écrans de cinéma parisiens pour nous livrer une réflexion universelle et profondément troublante. Son parcours spectaculaire, de l'ascension fulgurante à la chute silencieuse, n'est pas seulement le récit d'un ego démesuré, mais le miroir implacable d'une industrie du divertissement qui fabrique des dieux pour mieux les regarder brûler. Que se passerait-il si l'industrie traitait ses idoles comme des êtres humains, fragiles plutôt que comme des produits invincibles? Sommes-nous réellement prêts à écouter la détresse cachée derrière le masque de l'arrogance avant que les projecteurs ne s'éteignent définitivement? Ces questions résonnent aujourd'hui avec une intensité particulière, car le cas tragique de Seagal représente le destin de nombreux autres artistes écrasés par le poids de leur propre mythe. La célébrité est un feu sacré qui réchauffe ceux qui l'approchent avec humilité, mais qui réduit inexorablement en cendres ceux qui se prennent pour le soleil. En idolâtrant des figures de perfection martiale absolue, le public européen a peut-être oublié qu'il n'existe aucune armure assez solide pour protéger un homme de ses démons intérieurs. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de juger sévèrement un acteur vieillissant ou de se réjouir de sa chute amère, mais d'éprouver une véritable compassion pour la complexité vertigineuse de la condition humaine. Derrière le silence pesant de ses 73 ans, il y a la tragédie poignante d'un homme qui a tout gagné pour finalement tout perdre par excès de vanité. Pour clôturer ce voyage au cœur des grandes illusions d'Hollywood, imaginons un instant ce que le maître déchu pourrait murmurer dans le secret de sa solitude absolue. Je ne cherche ni le pardon illusoire, ni la gloire d'antan. Je veux simplement que mon silence vous rappelle que la plus grande victoire n'est pas de vaincre les autres, mais de vaincre définitivement son propre orgueil.